Pour les archéologues, il reste encore aujourd'hui extrêmement difficile d'expliquer de manière totalement convaincante comment certaines réalisations de l'Égypte antique ont réellement été possibles. Et c'est précisément pour cette raison que je ne m'intéresse pas uniquement à la vieille question de savoir comment les Égyptiens ont construit les pyramides. Ce qui me fascine encore davantage, c'est la manière dont ces monuments gigantesques ont transformé les Égyptiens eux-mêmes. Car parfois, un monument ne change pas seulement un paysage, il peut aussi transformer toute une civilisation. Avant de commencer, écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Selon toi, les anciens Égyptiens étaient-ils simplement des artisans d'un talent exceptionnel, ou bien manque-t-il un chapitre essentiel de notre histoire? Et si tu apprécies les mystères comme celui-ci, pense à t'abonner à la chaîne, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui débute comme une simple enquête archéologique avant de nous conduire vers une conclusion qui remet sérieusement en question les explications officielles. Pendant très longtemps, les scientifiques pensaient que cette énigme était pratiquement résolue. Comment les anciens Égyptiens découpaient-ils le granit? La réponse semblait simple: des outils en cuivre, de lourds marteaux de pierre, des boules de dolérite et une immense main-d'œuvre frappant la roche sans relâche pendant des heures, des jours et des mois, jusqu'à ce que le granit finisse par céder. Cette théorie apparaît dans de nombreux livres, documentaires et ouvrages spécialisés. À première vue, elle paraît même parfaitement logique. Puis un événement inattendu s'est produit. Des chercheurs ont intégré dans un système d'intelligence artificielle une grande quantité de données provenant de la célèbre carrière d'Assouan. Leur objectif était simple: demander à la machine d'analyser les traces visibles sur la roche et de confirmer les théories admises depuis des décennies. Mais ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. L'intelligence artificielle est arrivée à une conclusion totalement différente. Sa réponse ne correspondait pas à ce que les chercheurs espéraient obtenir. Au contraire, elle soulevait des interrogations auxquelles personne ne s'attendait. L'analyse semblait indiquer que certaines marques présentes dans le granit ne correspondaient pas aux méthodes traditionnellement attribuées aux bâtisseurs de l'Égypte antique. Le silence s'est installé, car si cette analyse est ne serait-ce qu'en partie correcte, alors certaines traces gravées dans la pierre n'ont peut-être pas été réalisées par les hommes auxquels l'histoire les attribue. Alors, qu'a réellement découvert cette intelligence artificielle? Reste bien jusqu'à la fin, car une fois que l'on remarque ce détail, il devient presque impossible de regarder cette carrière de la même façon. La carrière d'Assouan se situe dans le sud de l'Égypte, à proximité du Nil, là où le désert semble recouvrir les immenses formations rocheuses dans un silence presque irréel. Au premier regard, rien ne laisse penser que cet endroit puisse remettre en question une partie de notre compréhension de l'Antiquité. On y voit d'immenses blocs abandonnés, des surfaces de granit à ciel ouvert, de la poussière, une chaleur écrasante et surtout le célèbre obélisque inachevé qui attire chaque année des milliers de visiteurs. La plupart des touristes y passent seulement quelques minutes avant de poursuivre leur voyage. Pourtant, plus on s'approche de la roche, plus quelque chose semble étrange, car le véritable mystère ne commence pas avec les pyramides, il commence avec le granit lui-même. Nous ne parlons pas ici d'un calcaire relativement tendre, ni d'un grès facile à tailler. Il s'agit de granit, l'une des pierres naturelles les plus dures utilisées dans les constructions antiques. Sur l'échelle de Mohs, sa dureté atteint environ 7. Aujourd'hui encore, les professionnels qui travaillent en ce matériau utilisent des machines extrêmement puissantes, des disques diamantés, de l'eau, des abrasifs industriels et un savoir-faire très spécialisé. Beaucoup de tailleurs de pierre modernes affirment même que travailler le granit demande énormément de patience et d'expérience. Gardez bien ce détail en tête, car tout ce qui suit en dépend directement. Lorsqu'on observe attentivement certaines surfaces de la carrière, on distingue de longues rainures courbes qui semblent parcourir la pierre avec une étonnante régularité. Elles ressemblent presque à des vagues parfaitement fluides. Les espacements paraissent remarquablement constants. Les lignes se suivent avec une continuité surprenante. Ce qui frappe immédiatement, c'est ce qui manque. On ne voit pas de cassure désordonnée, pas d'impact aléatoire, pas de surface chaotique comme on pourrait s'y attendre si des centaines d'ouvriers avaient frappé le granit pendant des milliers d'heures avec de lourds marteaux de pierre. La réaction des visiteurs est souvent la même. Ils s'approchent, ils regardent de plus près. Puis une question surgit presque automatiquement. Ces marques ont-elles vraiment plusieurs milliers d'années? Car leur apparence évoque davantage le passage d'une machine moderne que celui d'outils rudimentaires. Et c'est précisément cette impression qui donne naissance au mystère. L'explication traditionnelle est pourtant bien connue. Selon les historiens, les anciens Égyptiens utilisaient principalement la dolérite, une roche extrêmement dure, souvent confondue avec la diorite. Ils façonnaient de lourds percuteurs avec lesquels ils frappaient inlassablement le granit.
coup après coup, heure après heure, jour après jour. Progressivement, le bloc finissait par se détacher de la roche-mère. Cette théorie n'a rien d'absurde. Au contraire, elle mérite le respect. Les anciens Égyptiens étaient incontestablement des bâtisseurs extraordinaires. Leur capacité d'organisation impressionne encore aujourd'hui les ingénieurs modernes. La grande pyramide atteignait presque la hauteur d'un immeuble d'une cinquantaine d'étages. Des dizaines de milliers d'ouvriers auraient participé à ces chantiers pendant de longues années. Certaines estimations évoquent environ 20 000 travailleurs répartis en équipes successives afin que les travaux ne s'arrêtent jamais complètement. On imagine facilement ces hommes frappant le granit sous un soleil écrasant pendant 12 heures par jour, parfois durant plusieurs mois, voire plusieurs années, afin d'extraire un seul bloc gigantesque. Sur le papier, tout semble possible. Avec suffisamment de temps, suffisamment d'hommes et une organisation remarquable, presque n'importe quel projet paraît réalisable. Mais certains chercheurs ont voulu aller plus loin. Au lieu de simplement accepter cette hypothèse, ils ont décidé de la mettre à l'épreuve. Ils ont fabriqué des outils semblables à ceux décrits dans les ouvrages spécialisés. Des artisans expérimentés ont reçu pour mission de reproduire les gestes supposés des ouvriers de l'Égypte antique. Ils ont frappé d'énormes blocs de granit exactement comme le décrit la théorie classique. Des milliers de coups, puis encore des milliers. Tout le monde s'attendait à obtenir des marques comparables à celles visibles dans la carrière d'Assouan. Pourtant, le résultat fut totalement différent. Les traces étaient irrégulières. Certaines frappes pénétrèrent profondément dans la pierre, d'autres laissant à peine une marque. Des éclats apparaissaient ici, des fissures ailleurs. Les surfaces présentaient des cassures imprévisibles. Chaque impact semblait différent du précédent. On ne retrouvait ni les longues courbes harmonieuses, ni les espacements presque identiques visibles sur les véritables parois d'Assouan. Ce que les chercheurs obtenaient ressemblait simplement au résultat normal d'un travail humain. Et c'est précisément ce point qui devint le plus intéressant. Plus les ouvriers accéléraient leur cadence, plus les irrégularités devenaient inévisibles. La fatigue s'installait, les muscles perdaient en précision. La position des mains changeait légèrement, l'angle du cou variait, le rythme se modifiait. C'est parfaitement normal. Aucun être humain ne peut répéter exactement le même mouvement des milliers de fois. Le corps fatigue, les gestes évoluent. Même les meilleurs artisans ne reproduisent jamais une trajectoire parfaitement identique. Mais lorsqu'on compare ces essais modernes avec les véritables traces d'Assouan, le contraste devient saisissant. Les rainures authentiques donnent l'impression qu'un outil s'est déplacé à vitesse constante avec exactement le même angle, du début jusqu'à la fin. Les courbes semblent presque mathématiques. Les espacements paraissent remarquablement réguliers. La répétition semble dépasser ce qu'on attend normalement d'un travail entièrement manuel. C'est précisément à cet instant que les chercheurs ont commencé à se poser une nouvelle question. Et si le problème ne venait pas des ouvriers, mais de notre interprétation des traces, plutôt que de continuer à confronter uniquement des opinions humaines, certains chercheurs ont alors décidé de laisser une intelligence artificielle examiner les données. Ils ne lui ont pas demandé de confirmer une théorie particulière. Ils ne lui ont même pas indiqué qu'il s'agissait de monuments égyptiens. Ils lui ont simplement fourni des mesures. Grâce à la photogrammétrie, des milliers de photographies à très haute résolution ont été réalisées sur les surfaces de granit. Ces images ont ensuite été assemblées afin de créer des modèles tridimensionnels extrêmement précis. Chaque rainure pouvait être observée sous tous les angles. Chaque profondeur pouvait être mesurée. Chaque courbure pouvait être comparée. L'intelligence artificielle a analysé des centaines de marques individuelles. Elle a calculé leur profondeur, leur rayon de courbure, leur inclinaison, la distance entre chaque rainure, leur répétition. Puis elle a comparé ces caractéristiques avec une immense base de données contenant des traces laissées par différents outils anciens et modernes. Et c'est là qu'est apparu un chiffre qui a attiré toute l'attention. Selon cette analyse, les variations observées entre les différentes marques atteignaient seulement environ 4,3%. À première vue, ce chiffre paraît banal. Mais dans le domaine de la mécanique de précision, il raconte une histoire totalement différente. Les ingénieurs savent qu'un artisan, même extrêmement qualifié, ne peut jamais reproduire des centaines de mouvements avec une régularité parfaite. La pression varie toujours légèrement, la trajectoire change imperceptiblement, l'angle évolue. Même lorsque l'œil humain ne remarque rien, les instruments de mesure détectent ces différences. C'est pourquoi les écarts observés dans un travail manuel se situent généralement entre 12 et 20%, parfois davantage. Ces variations sont parfaitement normales. Les êtres humains sont précis, mais ils ne sont jamais parfaitement identiques. C'est précisément ce qui rend cette analyse si intrigante. Des centaines de marques,
répartis sur une immense carrière et pourtant une géométrie qui semble étonnamment constante. Mais l'intelligence artificielle ne s'est pas arrêtée là. Elle a également étudié les angles d'attaque de chaque rainure. Là encore, les résultats semblaient présenter une remarquable uniformité, comme si les mouvements avaient été réalisés dans des conditions presque identiques, comme si un même système avait répété le même geste encore et encore. À partir de ce moment-là, la question ne concernait plus uniquement l'archéologie, elle touchait directement aux techniques de fabrication. Car si les outils manuels produisent habituellement des écarts beaucoup plus importants, pourquoi ces marques présentent-elles une régularité qui rappelle davantage certains procédés industriels modernes ? Les chercheurs ont alors demandé au système d'aller encore plus loin. Ils ne devaient plus seulement décrire les traces, ils devaient essayer d'identifier les outils susceptibles de les avoir produites. Des milliers de modèles furent comparés, marteaux en pierre, outils de l'âge du bronze, burins, techniques de polissage, machines industrielles contemporaines, systèmes de découpe rotatif, découpe au jet d'eau, usinage par ultrasons. Chaque procédé possédait une signature particulière. Le système commença naturellement par tester la théorie classique des marteaux, mais un problème revenait systématiquement. Les impacts créés par percussion ne génèrent jamais des séries parfaitement régulières. Chaque coup possède une profondeur différente. Chaque choc modifie légèrement l'orientation. Les éclats apparaissent de manière imprévisible. Les surfaces présentent des cassures aléatoires. Les rainures observées à Assouan semblaient raconter une toute autre histoire. L'analyse se tourna alors vers des procédés modernes. 3 familles d'outils semblaient présenter les ressemblances les plus importantes. En première position figuraient les outils rotatifs équipés d'abrasifs extrêmement durs, comparables aux disques diamantés modernes. En tournant à grande vitesse, ces systèmes retirent progressivement la matière tout en laissant des marques très régulières. La deuxième catégorie concernait la découpe au jet d'eau sous très haute pression. Dans ce procédé, aucun métal ne touche directement la pierre. Un jet d'eau extrêmement puissant, chargé de particules abrasives, réalise lui-même la découpe, y compris dans des matériaux extrêmement résistants. La troisième possibilité surprit encore davantage. L'usinage par ultrasons. Dans cette technique, l'outil ne retire pas la matière grâce à quelques coups puissants. Il produit des millions de micro-vibrations invisibles qui enlèvent progressivement le matériau avec une précision exceptionnelle. Évidemment, une ressemblance ne constitue pas une preuve, mais un détail relié ces 3 procédés. Aucun d'eux ne se fatigue. Une machine ne modifie pas sa prise en main après plusieurs heures. Elle ne perd pas sa concentration. Elle ne change pas involontairement son angle d'attaque. Elle répète inlassablement le même mouvement. Et c'est précisément cette répétition que l'intelligence artificielle croyait reconnaître dans les marques du granit. Puis un nouveau résultat est apparu dans le rapport d'analyse. Selon les calculs du système, la plus forte correspondance concernait un procédé de découpe rotatif de type industriel. Le taux de similitude annoncé atteignait environ 94%. À lui seul, ce chiffre ne prouve absolument rien. Et d'ailleurs, plusieurs spécialistes rappellent encore aujourd'hui que ce type de comparaison algorithmique doit toujours être interprété avec une grande prudence. Mais dans cette histoire, cette valeur marque un véritable tournant, car juste après, les chercheurs remarquèrent un autre détail étonnant. Sur un grand nombre de rainures, l'angle d'attaque semblait varier de moins de 2 degrés. À première vue, cela paraît insignifiant, mais essayons de l'imaginer concrètement. Des centaines de passages, réalisés à différents endroits, à différents moments, dans des conditions probablement très différentes, et pourtant presque toujours le même angle. Toute personne ayant déjà utilisé un simple outil à main sait combien il est difficile de reproduire seulement 10 mouvements parfaitement identiques. Alors plusieurs centaines, voilà ce qui alimenta la discussion, car tous les procédés modernes auxquels l'intelligence artificielle associait ses traces appartiennent à notre époque. Disques diamantés, jet d'eau à très haute pression, usinage par ultrasons, aucun de ces équipements n'est connu dans l'Égypte antique, aucun atelier, aucune machine conservée, aucun dessin, aucun texte décrivant une technologie comparable. D'un côté, nous avons donc l'image traditionnelle d'ouvriers utilisant des marteaux de pierre, de l'autre, une analyse informatique qui évoque des similitudes avec des procédés de fabrication moderne. Et c'est précisément entre ces deux visions que s'ouvre le véritable mystère. Pourtant, l'histoire devient encore plus étrange. Au cœur même de la carrière d'Assouan se trouvent plusieurs structures dont on parle étonnamment peu. Il s'agit de puits étroits creusés profondément dans le granit. Depuis la surface, ils semblent relativement ordinaires. Certains descendent verticalement sur plusieurs mètres. Leurs ouvertures sont parfois si étroites qu'il devient difficile de s'y déplacer confortablement. Mais lorsque l'on observe leurs parois, les mêmes rainures réapparaissent, les mêmes courbes, les mêmes espacements réguliers, les mêmes surfaces étonnamment homogènes. Cette observation a immédiatement posé un problème pratique.
car si les ouvriers utilisaient réellement de lourds marteaux en dolérite, comment pouvaient-ils les manier efficacement dans un espace aussi réduit? Un marteau a besoin d'élan. Toute sa puissance provient de son mouvement. Quiconque a déjà utilisé une masse sait qu'il faut pouvoir lever les bras largement avant chaque frappe. Or, dans certains de ces puits, il est parfois difficile de simplement se tenir debout. Imaginer de grands mouvements répétitifs devient extrêmement compliqué. Et pourtant, les traces Ponku sont bien là. Lorsque les dimensions de ces cavités furent intégrées dans le système d'analyse, une nouvelle conclusion apparut. Selon cette modélisation, une méthode exigeant un vaste mouvement de percussion semblait peu compatible avec un espace aussi restreint. En revanche, un outil appliquant directement une pression frontale ou verticale pouvait parfaitement fonctionner dans ces conditions. Une fois encore, il ne s'agissait pas d'une preuve, mais d'une observation supplémentaire venant compliquer le scénario traditionnel. À partir de cet instant, la discussion ne portait plus seulement sur les marques visibles dans la pierre, elle concernait également l'espace disponible pour travailler. Et c'est précisément à ce moment que les chercheurs décidèrent d'examiner non plus uniquement la surface, mais l'intérieur même du granit. Lorsqu'une roche extrêmement dure reçoit des milliers de coups de marteau, il ne se passe pas seulement quelque chose à la surface. L'énergie pénètre dans le matériau, les cristaux se fissurent, des contraintes apparaissent, de minuscules fractures se propagent dans plusieurs directions. Sous un microscope puissant, ces dommages deviennent parfaitement visibles. On observe généralement un véritable réseau de micro-fissures, de zones éclatées et de cassures irrégulières. C'est exactement ce que l'on attend normalement après une percussion répétée. Pourtant, certains échantillons provenant d'Assouan semblaient raconter une histoire différente. Sous fort grossissement, la surface travaillée paraissait étonnamment propre. La séparation entre la partie usinée et le granit intact semblait relativement nette. Au lieu d'un ensemble chaotique de cassures, certains chercheurs décrivirent une limite beaucoup plus régulière. Ils parlèrent même d'une structure de cisaillement. Autrement dit, le matériau semblait avoir été séparé suivant une ligne relativement contrôlée plutôt que brisé de manière aléatoire. Un autre détail attira rapidement l'attention. Sous la zone travaillée, les dégâts internes paraissaient monter parfois étonnamment limités. Si la pierre avait réellement été fracturée par des milliers de coups violents, on s'attendrait normalement à voir de nombreuses fissures comment pénétrer profondément dans le granit. Or, sur certains prélèvements, ces dommages semblaient beaucoup moins importants que prévu. Les surprises ne s'arrêtèrent pas là. À un grossissement encore plus élevé, plusieurs observations évoquèrent de minuscules motifs en spirale. Ces fines structures rappelaient les traces laissées par un outil tournant pendant son déplacement. Plus étonnant encore, des motifs similaires semblaient apparaître à différents endroits de la carrière. Ensuite, les chercheurs examinèrent un autre indice potentiel, la chaleur. Lorsque deux pierres frottent lentement l'une contre l'autre, la température augmente progressivement sur une surface relativement large. Mais certaines analyses décrivirent de très petites zones où la chaleur semblait s'être concentrée sur un point extrêmement précis. Pour quelques spécialistes, cette répartition pouvait évoquer le fonctionnement d'un outil rotatif générant un fort échauffement localisé. Puis, l'attention se porta sur des particules microscopiques. Parmi les matériaux retrouvés dans certaines zones travaillées, figuraient des grains ressemblant au corindon. Le corindon possède une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs. Aujourd'hui encore, il est largement utilisé comme abrasif industriel pour usiner les matériaux les plus résistants. D'autres chercheurs évoquèrent également la présence de structures riches en carbone qu'ils interprétèrent comme pouvant présenter certaines caractéristiques proches du diamant. Il faut toutefois rester extrêmement prudent. Cette affirmation demeure l'un des aspects les plus controversés de toute cette histoire. Pour plusieurs géologues, de telles observations ne permettent absolument pas de conclure à l'utilisation d'outils modernes. Mais dans le cadre de cette enquête, ces différents indices semblaient progressivement former une image cohérente. Ce n'était jamais un seul élément qui impressionnait, c'était leur accumulation. Des limites nettes, des motifs spiralés, une chaleur très localisée, des particules extrêmement dures, peu de fractures internes. Pris séparément, chacun de ces indices pouvait recevoir plusieurs explications. Mais réunis, ils donnaient l'impression d'évoquer davantage un enlèvement contrôlé de matière qu'un simple martelage répété. Toutes ces informations furent de nouveau soumises au système d'intelligence artificielle. Et une fois encore, la conclusion allait dans la même direction. Selon cette nouvelle comparaison, les ressemblances les plus importantes concernèrent toujours des procédés de coupe ou de meulage utilisant des abrasifs extrêmement durs en rotation. En d'autres termes, le granit semblait davantage avoir été travaillé que brisé.
Mais la question suivante allait devenir encore plus déroutante, car désormais, les chercheurs ne demandaient plus seulement comment ces marques avaient été produites. Ils voulaient en savoir à quelle époque elles avaient réellement été réalisées. À plusieurs endroits de la carrière d'Assouan, on distingue encore aujourd'hui des marques rouges réalisées avec de l'ocre. Ce détail paraît anodin au premier regard. Pourtant, il pourrait être beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Parce que dans certaines zones, ces pigments rouges semblent avoir été appliqués directement sur des surfaces qui avaient déjà été travaillées. Autrement dit, la pierre aurait d'abord été taillée, puis, seulement après, quelqu'un aurait peint ses repères. Cette simple succession des événements a donné naissance à de nouvelles hypothèses. Certains chercheurs ont suggéré que certaines de ces marques pourraient être plus anciennes qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Si cette idée était confirmée, les rainures situées en dessous devraient être encore plus anciennes. C'est ici que commence l'une des parties les plus controversées de toute cette histoire, car dater une surface rocheuse est extrêmement complexe. Contrairement à un morceau de bois ou à un os, une roche ne contient pas naturellement de matière organique permettant une datation directe au carbone. Les spécialistes doivent donc utiliser des méthodes indirectes. Ils analysent les dépôts minéraux, les couches d'altération, les pigments, les traces d'érosion. Les résultats restent souvent difficiles à interpréter. Différentes équipes peuvent parfois arriver à des conclusions différentes. Malgré cela, certains auteurs affirment qu'une analyse temporelle assistée par intelligence artificielle aurait permis de mettre en évidence un phénomène particulièrement surprenant. Le système aurait comparé le niveau supposé d'ancienneté de différentes surfaces avec leur précision géométrique. Et c'est là qu'un schéma inattendu serait apparu. Plus certaines marques semblaient anciennes, plus leur exécution paraissait régulière. A l'inverse, les traces considérées comme plus récentes semblaient progressivement devenir moins précises. Si cette tendance était exacte, elle bouleverserait complètement notre manière habituelle de comprendre l'évolution des techniques, car presque toutes les civilisations suivent le même chemin. Les premières méthodes sont relativement rudimentaires, puis les connaissances progressent, les outils deviennent meilleurs. Les artisans gagnent en précision. Les techniques s'améliorent au fil des siècles. Ici, le scénario semblerait exactement inverse. Les réalisations les plus anciennes apparaîtraient comme les plus sophistiquées. Les plus récentes sembleraient légèrement moins régulières. Une telle évolution serait extrêmement inhabituelle. Que faudrait-il en conclure ? Peut-être que certaines techniques très avancées se sont perdues avec le temps. Peut-être que des connaissances spécifiques n'ont jamais été transmises aux générations suivantes, ou peut-être tout simplement que nous interprétons encore mal les indices laissés sur la pierre. Mais une nouvelle question commençait déjà à émerger. Les anciens tailleurs de pierre connaissaient-ils certaines propriétés du granit que nous ne sommes capables d'observer aujourd'hui qu'à l'aide de technologies modernes ? Le granit n'est pas un matériau parfaitement homogène. À l'intérieur même de la roche existent différentes concentrations de minéraux. Certaines zones sont légèrement plus résistantes, d'autres présentent des faiblesses naturelles. Entre les cristaux apparaissent parfois des lignes invisibles à l'œil nu le long desquelles la pierre se travaille plus facilement. Aujourd'hui, les carrières modernes utilisent des relevés géologiques sophistiqués, des scanners, des ultrasons, des modèles informatiques. Toutes ces techniques permettent de prévoir les structures internes du granit avant même de commencer la découpe. Or, certaines lignes de taille observées à Assouan semblent suivre avec une précision étonnante ces zones naturellement plus favorables, évidemment. Cela peut être une simple coïncidence, mais cette observation a conduit certains chercheurs à proposer une nouvelle hypothèse. Et si les anciens artisans avaient développé une méthode permettant de lire la pierre avant de commencer leur travail, peut-être grâce à une expérience transmise pendant des siècles, peut-être grâce à une connaissance exceptionnelle des propriétés du granit, ou peut-être grâce à une technique dont nous ignorons encore totalement l'existence. Selon certaines analyses, l'intelligence artificielle aurait comparé les structures minérales visibles avec les trajectoires suivies par les outils. Et une fois encore, une corrélation importante serait apparue. Cette idée fut ensuite surnommée par certains chercheurs la théorie de la lecture de la pierre. Le concept est fascinant. La véritable maîtrise ne résiderait pas uniquement dans les outils. Elle commencerait bien avant le premier coup, dans la capacité à comprendre le bloc lui-même, à identifier ses tensions internes, ses lignes de faiblesse, ses directions naturelles. Et si une telle connaissance existait réellement, alors une autre question devient inévitable. Pourquoi trouve-t-on au cœur même de cette carrière l'un des monuments inachevés les plus célèbres de toute l'histoire humaine ? Il est impossible de visiter Assouan sans apercevoir l'immense obélisque inachevé. Dès qu'on le découvre, une interrogation s'impose presque automatiquement. Pourquoi un projet aussi colossal a-t-il été abandonné ? L'obélisque repose encore aujourd'hui dans son lit de granit. Il demeure
rattaché à la roche-mère. S'il avait été entièrement extrait, il aurait probablement dépassé les 1000 tonnes, devenant ainsi l'un des plus grands monolithes jamais réalisés par l'être humain. Ses dimensions sont tout simplement impressionnantes. Pourtant, sa taille n'est pas le véritable mystère. L'explication classique est relativement simple. Selon les archéologues, une importante fissure serait apparue pendant les travaux. Le bloc serait alors devenu inutilisable. Les ouvriers auraient donc interrompu définitivement le chantier. Cette hypothèse paraît parfaitement raisonnable. Mais certains chercheurs ont remarqué un détail intrigant. À plusieurs endroits, certaines marques de taille semblent continuer au-delà de la grande fissure. Si cette observation est correcte, cela signifierait qu'au moins une partie du travail aurait continué alors que le défaut était déjà présent. Cette possibilité ouvre plusieurs scénarios. La fissure est-elle réellement apparue au moment où on le pense ? Est-elle plus ancienne ou au contraire plus récente? Les marques donnent-elles simplement une illusion d'optique? À ce jour, aucune réponse ne fait l'unanimité. Mais une autre caractéristique attire également l'attention. Sur une grande partie de l'obélisque, les surfaces présentent exactement les mêmes courbes que celles observées ailleurs dans la carrière. Les mêmes rainures, les mêmes espacements, les mêmes lignes souples, la même impression de régularité. Si une seule et même méthode a effectivement été utilisée, cela signifierait qu'elle ne concernait pas uniquement une petite zone expérimentale. Elle aurait été employée tout au long du chantier. Alors pourquoi ce projet gigantesque n'a-t-il jamais été terminé?